Attention, l'épisode suivant fait référence à un passage d'une vidéo traitant des violences sexistes et sexuelles. Le sujet est abordé ici brièvement et plus en profondeur dans l'épisode 4, partie 2. Vous écoutez Moraliser la domination ou Comment dominer par la morale, une émission de Weir et Professeur Sardine. Épisode 3. Bourdieu, il a pas compris que le symbolique, c'est littéralement symbolique. Donc pas réel. Alors que faudrait peut-être un peu parler du réel. Le matériel, ce qui est pas symbolique, quoi. Le concept de symbolique est un outil central des analyses de Bourdieu. C'est aussi probablement l'un des outils les moins bien compris de ses détracteurs, mais aussi de personnes prétendant adorer Bourdieu et l'avoir beaucoup lu. Car Bourdieu, dans son livre, n'aborde la domination masculine qu'à un niveau symbolique et abstrait et met complètement de côté l'oppression très concrète que vivent les femmes dans les couples hétérosexuels. Le symbolique est souvent opposé à tort au matériel, comme si le matériel, c'était le réel, le concret, et que le symbolique, ça se référait à quelque chose d'abstrait, d'irréel, au spirituel en quelque sorte. C'est marrant, mais bien que Simpson ait la prétention de connaître assez Bourdieu pour le vulgariser, il n'échappe pas à cette erreur de débutant. Il y aurait donc, selon Simpson, une opposition évidente, binaire, entre symbolique et matériel. Comme si ces deux choses s'opposaient évidemment, alors qu'en réalité, elles se soutiennent mutuellement. Dans cet épisode, on va donc devoir démontrer point par point en quoi faire cette opposition, c'est une erreur. Cette erreur, elle est compréhensible quand on commence à rencontrer les outils bourdieusiens et qu'on n'est pas encore très à l'aise avec. Donc, Simpson, lui, pense que le symbolique c'est secondaire, c'est pas réel. Bref, que c'est limite du flan. En fait, on comprend bien, lorsqu'on écoute cette vidéo, la confusion entre le concept de symbolique chez Bourdieu et le mot symbolique dans le langage courant. Les micro-agressions, un euro symbolique, des choses qui relèvent de l'émotion, de l'esprit, et qui ne laissent pas de traces physiques. Et on voit que Simpson oppose le symbolique au matériel, au réel, quoi. Pour comprendre cette confusion, il faut revenir à Marx. Bourdieu est un lecteur critique de Marx, mais ça ne veut pas dire qu'il met tous les concepts marxistes à la benne. Prenons ici le concept de capital. Pour Marx, comme pour Bourdieu, les positions sociales naissent et engendrent des conflits sociaux autour de la possession de capital. Chez Bourdieu, le capital n'a pas la même signification que chez Marx. Le capital se définit comme du patrimoine, une richesse possédée par un individu et pouvant rapporter un revenu. Marx construit la théorie de la lutte des classes autour du capital économique. Mais là où Pierrot s'écarte de notre barbue internationale, c'est que Bourdieu va développer le fait que le capital économique n'est pas le seul capital qu'un individu puisse posséder. Pour Bourdieu, il y a certes le capital économique, mais aussi le capital symbolique, dont la partie essentielle est le capital culturel. Mais du coup, c'est quoi exactement le capital culturel ? Combien de classes existent-ils ? Pour la théorie marxiste, les classes sociales sont définies par la propriété des moyens de production. En gros, il y a le capitaliste qui possède l'usine, donc les moyens de production, et l'ouvrier qui lui vend sa force de travail. Puisque le salaire est plus bas que la valeur du travail de l'ouvrier, le capitaliste en tire du profit, c'est la plus-value. Et là naît la notion d'exploitation. Donc, pour les marxistes, il n'existerait que deux classes, les prolétaires, les exploités, et les capitalistes, les exploiteurs. Du coup, posséder les moyens de production fait de nous un bourgeois. Soit. Mais les médecins possèdent leur stéthoscope. Du coup, est-ce que c'est des capitalistes ? Ok, c'est généralement des gens qui ont de l'argent, des bourgeois, mais ça n'est pas être un capitaliste au sens marxiste qu'être juste riche. Il faut posséder les moyens de production. On peut pousser le bouchon encore plus loin. Les infirmières ont leurs seringues, les profs possèdent leur stylo rouge. Ne possèdent-ils pas leurs moyens de production ? Inversement, un cadre supérieur très bien payé ne possède pas l'usine dans laquelle il travaille, les directeurs non plus, les DRH encore moins. Pourtant, ils passeront difficilement pour des prolétaires. Pour répondre à ces problèmes, certains marxistes ont rajouté des classes supplémentaires. L'aristocratie du travail, le lumpenprolétariat, la petite bourgeoisie, etc., etc.
Du coup, quoi, ça fait 4 classes? 5 classes? Bourdieu, lui, ne s'intéresse pas beaucoup à la question de combien de classes existent-ils, ou à quelles sont leurs frontières précises. Par contre, ce qu'il identifie, c'est un schéma général de la production des positions sociales. S'il utilise rarement le terme de classe, c'est bien que pour lui, il s'agit d'une classification vague et incomplète. C'est pourquoi il propose une alternative. Pour bien comprendre l'intérêt de la dimension symbolique, prenons un exemple. Ça ne surprendra personne que les enfants ayant des parents plus riches fassent des études plus longues que les enfants de parents pauvres. Cependant, les enfants de profs font des études plus longues que les enfants de salariés du privé à salaire égal des parents au centime près. Comment expliquer cela ? C'est là qu'intervient le capital culturel. Ce que ne pourrait expliquer une comparaison portant uniquement sur le salaire des parents, c'est que les enfants dont les parents sont des professeurs ont un rapport scolaire avantageux. À la maison, on valorisera plus facilement ce que l'école valorise. On parle de livres, considérés comme des classiques, on encouragera et on veillera à développer la curiosité personnelle et à l'expression des enfants. On leur apportera de véritables richesses culturelles et les moyens de la valoriser scolairement. Comment bien présenter sa copie, comment tisser un raisonnement de façon cohérente, comment s'exprimer correctement, avec un niveau de langue soutenu. Ces enfants vont donc avoir tendance à davantage s'élever socialement par l'école, malgré un niveau économique identique à d'autres enfants, moins à l'aise scolairement. On constate de plus que les chances d'accéder à l'université passent à moins de 1% pour un enfant de salarié agricole et sont de l'ordre de 1,4% pour un enfant d'ouvrier, alors qu'elles sont à peu près de 60% pour un enfant de profession libérale et cadre supérieur. Le capital culturel, c'est une richesse réelle, mais souvent invisible et intangible. C'est-à-dire qu'on peine à la percevoir et à la saisir dans toute sa pertinence, puisque souvent, elle n'est pas transmise consciemment. Les profs n'essayent pas spécialement d'élever des chevaux de course du système scolaire. Ils ont cette richesse culturelle en eux, et ils la transmettent donc instinctivement et naturellement. Tout ça, c'est le capital culturel que Bourdieu appelle incorporé. Ce sont les choses qui sont en nous, incarnées. Les connaissances, les façons de s'exprimer, les compétences diverses et variées. Bourdieu rajoute qu'il existe aussi des formes de capital culturel qui sont extérieures à nous. Ce sont des objets qu'il appelle donc du capital culturel objectivé. C'est tout ce qui est plus tangible, un diplôme ou une œuvre d'art chez soi. Ces objets matérialisent une forme de légitimité qui sera reconnue par les autres. Il suffit de regarder les décors des intellectuels de YouTube. Échiquiers, étagères remplies de livres, art abstrait chez les bourgeois. Tout ceci représente plus que la simple valeur marchande de ces divers objets. Dans le premier épisode de cette série, où nous évoquions l'habitus, la distinction et la reproduction sociale, nous avons parlé du diagramme de la distinction que Bourdieu a construit. Il est dans la description. Nous vous conseillons de l'avoir sous les yeux pour le passage suivant. Ce diagramme, que nous on surnomme affectueusement le graphe, a été conçu à partir de statistiques. En gros, on a fait des stats sur les goûts, les activités, les passions, les opinions d'agents issus de tous univers sociaux. Et ensuite, on a resitué à partir de leurs réponses les positions des groupes sur 2 axes. L'axe vertical représente la quantité totale de capital disponible. Plus on est haut sur l'axe vertical, plus on est riche, tout type de richesse confondu. L'axe horizontal représente quel type de capitaux sont possédés. Plus on est sur la gauche et plus le capital culturel prédomine. C'est là qu'on va trouver les professions culturelles en général, comme les artistes ou les professeurs du secondaire, qui ne gagnent pas une fortune pour autant. Sur la droite, on va trouver une prédominance du capital économique pur, l'argent, la propriété immobilière. Les chefs d'entreprise, et en bas les agriculteurs par exemple, dont le patrimoine consiste essentiellement dans des terres ou des machines agricoles. Ce que l'on voit sur ce diagramme, c'est que si l'on possède du capital culturel, même si on n'est pas forcément riche, on est loin d'être pauvre. Le capital culturel est un vrai capital. Il se convertit en capital matériel, en argent par exemple, en donnant des cours particuliers, ou en permettant la production d'un contenu culturel monétisable. Même il se convertit en capital social, ce qu'on appelle le réseau. Tout
Tous ces types de capitaux se convertissent les uns dans les autres. On peut acquérir du capital culturel en dépensant de l'argent. Les universités américaines payantes ou les cours payants en général en sont un bon exemple. Mais les pauvres n'ont-ils pas leur propre capital culturel, leur propre culture aussi ? Si, bien sûr, Bourdieu ne nie pas cela. Cependant, c'est là où intervient le concept de légitimation culturelle. Connaître en détail l'histoire du football français, c'est honnêtement super. Mais l'école ne s'y intéressera pas beaucoup. Et vous n'obtiendrez jamais de bonnes notes pour ça. Le capital culturel légitime n'est pas pour autant supérieur de lui-même aux capitaux culturels délégitimés. C'est par un processus, la légitimation, qu'est déterminée la légitimité sociale d'une chose. Le jazz, par exemple, était un genre profondément méprisé des élites musicologues savantes. Puis, par un processus historique et une lutte profondément politique, puisqu'il s'agit de la musique des Noirs descendants d'esclaves, le jazz a fini par se faire reconnaître de plein droit comme musique légitime. C'est un enjeu social important de pouvoir se faire reconnaître comme légitime. Industrie du jeu vidéo, éditeur de manga, cherche à dépasser des images infantiles ou vulgaires. Les enjeux, ici, sont très concrets. En apparaissant légitimes, ces secteurs sont davantage à même de recevoir des financements publics, ou tout simplement de bénéficier d'une meilleure image en général. Ainsi, si tout le monde écoute de la musique, on n'écoute pas forcément la même chose ni pour les mêmes raisons. Le seul fait de partager un même élément culturel ne veut pas dire qu'on appartienne à la même classe, puisque les goûts peuvent se transmettre à travers des mécanismes différents d'une classe à l'autre. On pourrait caricaturer en disant que les bourgeois cultivés écoutent de la musique classique et que les classes plus dépourvues de capital n'en écoutent pas. Eh bien, c'est faux. Il y a une musique classique de pauvres et une musique classique de riches. On aura du mal à impressionner en citant des noms comme Mozart ou Beethoven devant des musicologues, alors même que des gens qui ne consomment pas ces auteurs seront plus facilement impressionnés. Mais ces dynamiques de distinction d'une classe vis-à-vis d'une autre vont bien au-delà des simples questions de goût. Le goût, c'est une question de pouvoir. Partager les goûts de la classe dominante emporte une forme de domination sur les dominés, la plupart du temps inconsciemment. Si, je connais, oui. C'est une pub. Pour du café, non ? Dans l'épisode précédent, on vous avait passé un extrait assez similaire à celui que vous venez d'écouter. Si les personnages partagent une même référence culturelle, celui qui reconnaît la mélodie parce qu'il l'a entendue dans une pub est visiblement dominé par ses interlocuteurs, qui eux en ont hérité de façon légitime car légitimée. Ils connaissent l'auteur, la période historique de parution. De plus, le fait qu'un goût soit celui des dominants ou des dominés est fluctuant et historiquement situé. Le statut social des individus se reflète ainsi à travers leurs vêtements, via certaines couleurs trop chères, comme la pourpre romaine, ou réservées à certaines classes, comme dans le cadre des lois somptuaires. Aujourd'hui encore, un bon moyen de distinction sociale à travers les vêtements est de remonter à leur mode de fabrication. Ce n'est pas n'importe qui porte du sur-mesure. Un peu tout le monde peut se permettre de l'industriel et peu de personnes s'intéressent à de l'artisanal. On a parlé du processus de légitimation du jazz, mais le homard, qui était autrefois réservé aux prisonniers, est devenu un mets distingué. C'est donc également un bon exemple. Les corps gros étaient valorisés quand les pauvres étaient maigres. Puis, ce fut aux corps maigres d'être valorisés quand les pauvres deviennent facilement gros. La peau bronzée était autrefois signe de pauvreté, quand la pâleur est aujourd'hui dévalorisée parce que ça montre qu'on part pas en vacances aux Seychelles. Ainsi, les goûts sont nécessairement des dégoûts, puisqu'ils existent plus pour marquer une opposition à telle classe qu'un amour désintéressé à tel élément culturel. C'est ça, la distinction de Pierre Bourdieu, dont on parlait dans l'épisode précédent. Et dans cette théorie, le capital culturel est central. Dès lors, ce qui fait les classes, ça n'est pas uniquement un rapport économique. C'est aussi un rapport culturel, indissociable aussi bien des individus entre eux que dans leurs relations envers les choses. Ce système produit les classes, qu'il n'est pas intéressant de limiter dans des cases, puisque les frontières sont systématiquement redéfinies et relatives entre les dominants et les dominés. Les marxistes, pourtant, rejettent ce système.
Et pour cause, ils ont produit, eux, des cases définies et déterminées à partir d'un système exclusivement économique. Aussi, ils accusent le concept de capital culturel de ne pas être matérialiste. Mais au fait, c'est quoi le matérialisme ? Le matérialisme est avant tout une doctrine philosophique qui affirme que tout n'est fait que de matière et de rien d'autre que la matière. Nous, on dirait que le matérialisme désigne la pensée scientifique. On peut faire remonter ce courant aux penseurs grecs Démocrite et Épicure. Démocrite est un philosophe qui est surtout connu pour avoir inventé le concept d'atome, qui était pour lui des sortes de briques fondamentales composant la matière qui ne pouvaient être divisées. Pour Démocrite, il n'existe rien d'autre que la matière et le vide. Il n'y a pas de Dieu qui régisse les affaires humaines ou celles du monde. Le philosophe Épicure aussi le rejoint sur ce scepticisme envers les dieux et les forces surnaturelles en général. Démocrite était athée. De ses très nombreux ouvrages portant sur un très grand nombre de disciplines, il ne reste plus rien aujourd'hui. Alors qu'il était considéré comme l'un des plus grands philosophes de son temps, à égalité avec Socrate, ceux-ci ont été détruits, au grand plaisir de Platon, qui avait appelé à la destruction de ses ouvrages de son vivant. Déjà à l'époque, on pouvait observer une confrontation entre les autorités politiques et religieuses, et de l'autre côté, la pensée scientifique. En effet, la pensée de Démocrite contredisait profondément l'Église, et ce sont les moines qui recopiaient les textes à l'époque. Ceux d'Épicure, autre philosophe matérialiste antique, ont subi le même sort, à l'exception d'une seule lettre. Pendant presque toute l'histoire de la philosophie, le matérialisme a été très minoritaire, et les différents courants qui le représentaient étaient profondément dévalorisés. Épicurien, ou même matérialiste, ces termes avaient toujours une connotation profondément injurieuse. Être accusé d'épicurisme, c'était, à une certaine époque, une accusation très grave, celle qui revenait à être qualifié d'athée, ce qui pouvait mener jusqu'à la mort ou à la prison. Il ne s'agissait pas, d'ailleurs, d'un procès d'opinion, ou d'un crime de pensée. L'athéisme posait surtout un problème par peur de la perte de tout sens moral. C'est exactement les inquiétudes soulevées par les personnes qui croient au libre arbitre aujourd'hui. Il y a cette espèce de sens moral que dicterait la volonté qui serait le garde-fou contre toutes les mauvaises tendances humaines. C'est seulement au XVIIIe siècle que la vision matérialiste du monde commence à réapparaître en sciences et en philosophie. Peu à peu, avec l'affaiblissement progressif de la religion comme force sociale, le critère de vérité scientifique se répand comme point de vue acceptable. L'idée que les choses ont une explication est aux racines même du développement des sciences naturelles. Dans ce contexte, la mathématisation et les prédictions scientifiques sur le réel permettent un contrôle accru sur la matière, avec le développement des industries, de la médecine, de l'agriculture chimique. Au siècle suivant apparaîtra le positivisme en philosophie. L'expression vient d'Auguste Comte, grand sociologue français, qui a théorisé l'idée que chaque branche de connaissances humaines passe par 3 états théoriques successifs. L'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif. Le premier, l'âge théologique, correspond à donner aux faits une explication surnaturelle et divine. Vient ensuite l'âge métaphysique, c'est-à-dire l'âge philosophique, celui des abstractions. Une abstraction, c'est quoi ? Eh bien, c'est partir d'un ensemble de cas particuliers, un chêne, un érable et un bouleau, pour arriver à une catégorie plus générale, celle des arbres. L'arbre, ici, c'est une abstraction. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup ? L'âge philosophique des sciences, c'est celui où on explique par des concepts abstraits. C'est ce que Molière tourne au ridicule dans Le médecin malgré lui, lorsque son personnage dit que l'opium fait dormir parce qu'il a des vertus dormitives. Ici, ce n'est pas grâce à Dieu que l'opium fait dormir, ou grâce au dieu de l'opium. Mais c'est parce qu'il est classé comme dormitif que l'opium fait dormir. Enfin, Comte identifie l'âge positif, c'est l'âge scientifique, la science. Le positivisme, c'est une position en faveur des sciences. Ça touche tous les domaines, des maths à la socio. Et ça concerne en fait la mise en avant d'une rigueur, attacher de l'importance aux faits, et réduire voire annihiler l'influence de la théologie pour produire un raisonnement reconnu comme valide. Dire que corrélation n'est pas causalité, ou encore dire qu'il faut fournir des preuves pour constituer des faits. Comte observe que le progrès technique naît de cela.
Lorsqu'il y a progrès technique, il y a espoir d'une élévation du niveau de vie de l'humanité en général. Marx s'inscrit dans une critique non pas du progrès technique, mais de son accaparement par les capitalistes. Car en effet, un socialisme s'est construit avec l'avènement du progrès technique. C'est celui de Fourier, de Saint-Simon. Ce socialisme peut être désigné comme utopique. C'est d'ailleurs ce que Marx lui reprochait, puisque Fourier laissait apparaître l'idée que le socialisme était l'aboutissement spontané de l'augmentation des connaissances technologiques. Pour Marx, atteindre le socialisme nécessite de gagner des luttes. Alors, la pensée de gauche s'est érigée en opposition aussi bien contre la religion que contre la domination, c'est-à-dire l'autorité arbitraire. Il n'est pas faux de dire que Marx est un matérialiste. Marx est un matérialiste, puisqu'il incarne tout ça à la fois, la volonté de rendre compte scientifiquement de l'histoire, une confiance dans le progrès de la rationalité pour améliorer la vie de tous, et enfin, une critique intense de l'idéologie, de la religion, qualifiée d'opium du peuple, et des pouvoirs en place, donc de l'autorité, donc de la domination. Enfin, pour Marx, l'état de la société est le résultat d'une conflictualité entre classes. Là où les religieux ou les idéalistes y voient la réalisation de la volonté de Dieu qui a un plan pour l'humanité. Le matérialisme historique de Marx est ainsi une tentative qui souhaite remettre de l'ordre dans la causalité historique et reconstruire d'un point de vue scientifique l'histoire du devenir humain. Bon, vous faites chier avec votre histoire et votre philo de merde là. C'est quoi le rapport entre le matérialisme, le capital culturel et la révolution ? Il reste un terme à voir pour identifier ce lien, celui de symbolique, et plus précisément de violence symbolique. Pour rappel, Grégoire Simpson nous présente le symbolique comme ça. Car Bourdieu, dans son livre, n'aborde la domination masculine qu'à un niveau symbolique et abstrait et met complètement de côté l'oppression très concrète que vivent les femmes dans les couples hétérosexuels. Du coup, on s'est dit que le mieux, c'est de vous faire écouter 3 situations différentes. À vous de nous dire lequel ou lesquels de ces extraits illustrent de la violence symbolique. Premier extrait, agression raciste au cutter. La camionnette de 3 jardiniers bloque le passage dans cette allée privée, ce qui agace très vite le père d'une résidente. L'homme de 75 ans klaxonne et les insulte. Le jardinier décide de filmer avec son téléphone pour, dit-il, garder une preuve des propos racistes. Sur sa vidéo, on y voit le sexagénaire sortir un cutter jaune. Quelques secondes plus tard, le retraité entaille la gorge du trentenaire sur une dizaine de centimètres. La victime se met alors à l'abri et appelle sa femme. Je dis écoute, tu diras au revoir à Yanis, mon fils, qui a 3 ans. Elle comprenait pas, je dis on m'a mis un coup de cutter. J'avais du sang qui coulait, c'est-à-dire que je pouvais pas parler. En fait, j'ai vu la mort. Deuxième extrait, violence conjugale dans la police. Il était gendarme actif, gendarme mobile. D'accord. Il y a une date dont vous voudriez nous parler. C'est le 9 avril 2016 qui a marqué la séparation. Ouais. Et on a été au summum en fait, des violences qu'il pouvait proférer à mon encontre. Donc ce soir-là, j'ai été bloquée, d'abord frappée, ensuite bloquée contre l'évier, étranglée d'une main et j'avais un couteau au-dessus de la tête où il me menaçait de me tuer. Ce jour-là, vous avez dit stop ? J'ai dit stop parce que, en fait, c'est très rapide, mais en même temps, c'est très très long. J'ai entendu mon fils à l'étage et ça m'a fait... Autant je restais pour mon fils, pour le protéger, mais en même temps, je me suis dit, mais s'il te tue, tu es là, tu gis dans la cuisine, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Donc ce soir-là, j'ai dit stop. Et en effet, j'ai appelé le 17. Troisième extrait, premier coming out en direct à la télévision française du XXe siècle. Jean-Louis Bory est l'un des premiers à parler ouvertement et à visage découvert de son homosexualité sur un plateau de télévision. C'est contagieux, ça, docteur ? Pardon, l'homosexualité ? Oui. L'homosexualité ? Oui, non, puisque... Qu'est-ce qui vous fait poser cette question, M. Bouvard ? Dites-moi. Eh bien... Vous avez un cas personnel ? Non, vous savez, alors là, la contagion, elle serait depuis longtemps établie, mais
je dois vous dire que vous faites une description de plus en plus médicale. Médicale, elle est médicale. Mais je refuse, mais vous la je refusez. refuse que l'homosexualité soit une maladie, ce n'est Mais pas ce n'est pas une maladie, encore une fois. Bon, très c'est bien. quelquefois une maladie, dans votre cas en particulier, bon. et dans d'autres... Mais oui, je n'y peux rien. Il est facile de croire que la violence symbolique, c'est ce qui est finalement purement psychologique. De la façon dont Simpson, en régurgitant les propos de Nicole Claude Mathieu, présente le symbolique, on se dirait que parmi ces extraits, seul le troisième est un vrai exemple de violence symbolique, puisque l'individu homosexuel sur le plateau TV n'a pas reçu de coup. Et c'est l'erreur que commet Grégoire Simpson. Nous devons vous montrer que c'est le tissu même de la domination qui est violence symbolique. Avec Bourdieu, mais aussi Marx, Weber, Durkheim et Passeron, la domination est un concept qui désigne la capacité des dominants à imposer un ordre comme naturel, allant de soi, et ainsi à ce que leur culture et leurs intérêts deviennent ceux de la société tout entière. Chez Bourdieu, la société est un espace dans lequel chacun a une place différente par rapport à l'autre, selon le capital culturel, économique et social de chacun. Les positions des personnes dans l'espace social sont donc déterminées selon les rapports de force en jeu. Et ces rapports de force, lorsqu'ils sont durables, désignent la domination. La domination, c'est un état de l'espace social dans lequel les positions des dominants et des dominés sont légitimées et ainsi stabilisées, entérinées. Les positions des dominants et des dominés apparaissent alors comme allant de soi, sans avoir à être intellectualisées par les groupes sociaux. Pour décrire concrètement les mécanismes de la domination, Bourdieu part de l'exemple de l'Algérie française. Dans les situations coloniales, l'État colonisateur, ici la France, cherche à imposer à l'État colonisé, ici l'Algérie, sa façon de vivre et de voir le monde. Ainsi, en partant des élites locales, la société algérienne tout entière se met à vivre à la française, et à participer au monde tel que dessiné par les Français. Si les Algériens ne se plient pas à la colonisation, ils subissent alors un écrasement pur et dur. Sous l'effet de la colonisation, la société algérienne a subi des transformations radicales, étant forcée à s'écarter de ses structures sociales traditionnelles. L'ordre colonial refonde l'agriculture, activité principale de l'Algérie. Là où l'agriculture était autrefois une activité de subsistance, effectuée dans une logique d'auto-alimentation, la colonisation française mène sa transformation en activité commerciale, visant l'exportation. Les paysans quittent alors leur campagne et deviennent ouvriers à la ville. Tout l'ordre social est touché, jusqu'aux relations interpersonnelles qui se fondaient jusque-là sur l'honneur et sur une logique de don contre don. L'ordre colonial vient refonder ses rapports sur une logique de contrat ou d'échange marchand. Bourdieu construit la domination avec les auteurs mentionnés, et décrit ainsi non seulement l'ordre colonial, mais aussi le patriarcat, l'éducation et la culture légitime. Bourdieu démontre dans ses travaux que la domination implique l'existence d'un ordre qui rend naturel l'arbitraire, sans avoir besoin de prêter des intentions malignes aux dominants ou soumises aux dominés. Tout cela naît d'un rapport de force, de la capacité des dominants à protéger leurs intérêts et de la participation des dominés dans ce sens. C'est ça l'ordre symbolique, les structures sociales qui organisent et hiérarchisent le monde et contre lesquelles il est difficile de lutter sous la peine d'un rappel à l'ordre instantané. Le fait qu'il y ait d'un côté les hommes et de l'autre les femmes, les blancs qui ressemblent à des blancs et les autres racisés qui, eux, ne seront jamais assez pour être intégrés ou assimilés. On voit facilement la violence symbolique dans l'injure ou dans l'attitude insultante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence symbolique rend ce comportement envisageable ou même naturel, tout comme elle rend possible pléthore de violences physiques. Le fait que l'ordre social de la société française de 2025 est un ordre dans lequel les hommes dominent les femmes, c'est ça qui permet les violences conjugales. Les violences racistes, sexistes ou encore homophobes sont des violences systémiques. Cela signifie que le système, donc l'ordre symbolique, les rend possibles, les encourage, ne serait-ce qu'en les minimisant. Les 3 situations exposées en introduction de ce passage impliquent donc toutes de la violence symbolique. Parler de violence systémique, c'est parler de violence symbolique. C'est parler de l'ordre symbolique qui régit la société française, mais aussi les sous-groupes qui la composent.
Et on voit bien ici comment la violence symbolique appelle nécessairement à une analyse intersectionnelle des dominations, car cette théorie s'intéresse à chaque aspect de la domination, sans en placer une au-dessus des autres. Après, évidemment, il existe des femmes diplômées qui peuvent dominer à leur façon des hommes, qui ont arrêté l'école au collège, ou des personnes homosexuelles blanches qui dominent une fois encore à leur façon, des personnes hétérosexuelles noires. Toutes les subtilités sont possibles et explicables. Alors, ça se traduit comment la violence symbolique ? Quand Bourdieu dit que la violence symbolique est une violence qui s'exerce de façon douce, entre guillemets, il explique en fait que cette violence n'a pas toujours besoin d'un coup, d'une lésion mortelle, et qu'il existe des violences qui passent par un simple regard, une simple remarque. Ces violences sont douces, car elles sont rarement perçues comme des violences. Au mieux, le dominé parlera de malaise, de honte, et pensera que c'est sa faiblesse personnelle qui reçoit mal une blague, un geste, un regard. Dans le pire des cas, comme par exemple les féminicides ou les violences policières, la violence symbolique est aussi là. Elle s'exerce très visiblement quand l'ordre social tend à légitimer la situation, à la minimiser, ou encore à en faire une exception. C'est le cas, par exemple, des meurtres de personnes racisées par des policiers. Le côté délinquant de l'enfant de 13 ans qui se fait tabasser est facilement mis en avant pour amener le « oui, mais ». Lorsque la violence symbolique est la plus subtile, on la retrouve dans les blagues, dans les attitudes tournées à la dérision. C'est le cas des nombreux mèmes sexistes qu'on retrouve sur la toile. Le fait que des hommes puissent faire des blagues sexistes entre eux et réduire ces blagues à de l'anodin, c'est un ingrédient essentiel du terreau des violences conjugales. Le fait que des femmes puissent d'elles-mêmes ironiser sur ces propos, minimiser et appeler à dédramatiser, montre bien combien cette violence est invisible et semble relever de l'ordre naturel, gentillet, bon enfant. C'est exactement pareil avec les blancs et leurs blagues racistes. La violence symbolique décrit la continuité entre la domination, ses effets dans les cerveaux, les actions des corps qui contiennent ces cerveaux et les institutions qui cultivent ces corps. Pour que ce soit plus pratique, revenons à l'exemple que Simpson érige pour, je cite, « contrer la théorie de Bourdieu ». Ultia. C'est uniquement parce qu'il existe un inconscient général sexiste, un ordre social patriarcal qui habite nos corps, nos langues, nos mœurs et nos institutions, que la réaction d'Ultia l'a exposé à des représailles incessantes. Et la réalité de l'affaire Ultia, c'est que les insultes initiales qui ont été adressées à la première victime, c'est-à-dire celle que Ultia défendait, n'auraient pas existé si notre société n'était pas patriarcale. Et que le simple fait que des hommes se soient permis ces insultes à la base, puis qu'Ultia ait subi des répercussions immenses, y compris sur sa carrière professionnelle, juste parce qu'elle a défendu cette victime, tout cela, ça n'a été possible qu'à cause de l'ordre dans lequel nous vivons, l'ordre symbolique patriarcal. C'est parce que l'ordre symbolique, l'ordre social de notre société française est à la misogynie, est à la domination masculine, que des hommes ont, naturellement, avec une certaine banalité, une grande décontraction, insulté, moqué, ridiculisé une femme. C'est pour cela qu'ils se sont permis des remarques misogynes. Pas par méchanceté, mais parce que c'était incorporé chez eux d'avoir des remarques misogynes. Sinon, ils n'auraient pas trouvé ça drôle. Ça ne leur serait même pas venu à l'idée. Le fait qu'un groupe puisse à ce point se retrouver dans la domination montre qu'il y a une structure partagée, des valeurs partagées de naturalisation de la domination. S'ils utilisent des recours misogynes pour moquer une femme, ça ne vient pas de nulle part. C'est parce qu'on a normalisé, qu'on a banalisé, qu'on a naturalisé le fait de sexualiser les femmes. Autre preuve indiscutable que le cas d'Ultia n'existerait pas si l'ordre social n'était pas misogyne, et donc si l'ordre symbolique n'était pas misogyne, alors que beaucoup d'hommes ont trouvé normal de pouvoir insulter ainsi une femme et ridiculiser ainsi une femme, ils ont complètement pété un câble et entraîné avec eux des gens qui n'avaient pas participé aux propos initiaux, lorsqu'Ultia a osé défendre cette victime. Pourquoi Ultia a-t-elle été agressée si rigoureusement ? Pourquoi les autres se sont indignés qu'Ultia s'exprime ?
parce qu'ils ne trouvent pas ça normal qu'une femme ose dire que des propos sont misogynes. Et parce qu'ils ne trouvent pas ça normal qu'Ultia ne prenne pas bien une simple blague. Ils ont considéré que tout cela c'était normal, et que le fait de s'indigner pour ça faisait d'Ultia une hystérique. Ces gens ne se sont pas comportés comme ça parce qu'ils étaient méchants, même si ils ont tenu des propos ignobles, même si ils sont allés jusqu'aux menaces de viol et de mort. S'ils se sont comportés comme ça, c'est parce que la société les a construits à cette violence. Il n'y a pas d'affaire Ultia s'il n'y a pas d'ordre symbolique misogyne. Simpson voit là une révolutionnaire consciente, qui combat activement contre des hommes conscients de leur violence, pour défendre une victime et s'ériger contre le patriarcat. Pour lui, face à elle, ce sont des hommes violents qui s'acharnent activement sur cette femme, parce qu'ils sont violents et qu'ils veulent le rester. Ici, ce que je vois, moi, avec les lunettes bourdieusiennes, c'est avant tout une femme qui n'a pas le choix de refuser ce qui se déroule sous ses yeux. C'est insoutenable pour elle de voir une autre femme subir, sans pouvoir se défendre, ne serait-ce que du fait de la barrière de la langue, des propos dégradants, humiliants et moqueurs. Comme toutes les femmes, Ultia n'a eu de cesse de subir de la violence misogyne dès son enfance. A-t-elle pu toujours résister ? Il y a beaucoup de situations où cette résistance n'est même pas envisageable. Ici, au contraire, Ultia est une streameuse présente pour la même cause et au même titre que les hommes de l'event, dont le streamer. Elle lui signale qu'il faut faire cesser les propos humiliants du public. Parce qu'elle peut le lui dire et parce qu'elle voit bien que personne d'autre ne le fera. Certaines personnes ne sont même pas en mesure de pouvoir le faire, soit parce qu'elles ne sont pas témoins de ce qui se déroule, soit parce que, même si elles étaient témoins, elles ne verraient pas le problème, ou en tout cas pas au point d'intervenir. Pour moi, si Ultia a agi, c'est avant tout parce qu'elle considérait ça complètement anormal de se comporter ainsi. Et donc qu'elle avait conscience que ces pseudo-blagues n'en sont pas. Mais je ne dis pas ça au même sens que Simpson. Pour lui, la révolution consciente, c'est Ultia qui refuse de voir le patriarcat continuer à s'exercer, qui veut perturber le patriarcat. Pour moi, la réaction d'Ultia ne s'interprétait pas pour elle, à ce moment-là, comme une révolution, mais comme un acte purement normal et surtout nécessaire. Pour elle, ce n'était pas normal qu'on laisse une femme subir tout ça. Ce n'était pas normal non plus qu'on montre ce type d'exemple aux The Event, c'est-à-dire qu'un public puisse s'acharner sur quelqu'un dans un event caritatif et en tenant des propos carrément misogynes, ce qu'Ultia a complètement identifié. Or, pour pouvoir identifier les situations comme étant misogynes ou non, pour avoir conscience que ce n'est pas normal, eh bien tout ça, ça n'est pas anodin et ça n'est pas magique non plus. De la même façon que la première victime ne pouvait pas s'en apercevoir du fait de la barrière de la langue, beaucoup de femmes subissent des effets du patriarcat, qu'elles n'ont pas toujours le pouvoir d'identifier. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont rien connu d'autre, parce qu'on leur a toujours dit que c'est comme ça. C'est les hommes, ce sont des blagueurs, ils sont taquins, c'est dans leur nature, ils sont violents. Et quand je dis « on leur a toujours dit », je parle non seulement des hommes, mais aussi des femmes et des institutions. Le truc, c'est que pour les harceleurs d'Ultia, c'est exactement la même réflexion en miroir. Ils n'ont jamais considéré que leur comportement était inacceptable et qu'ils exerçaient une violence anormale. Pour eux, leurs actes et propos sont au pire normaux, du fait de la nature violente de l'homme, et au mieux mérités, parce qu'Ultia aurait abusé et n'aurait pas bien pris une simple blague. Là où Simpson voit des hommes qui consciemment choisissent de violenter Ultia et de violenter la première femme, moi je vois des hommes qui ont complètement incorporé la possibilité de la violence chez eux et qui se sentent dans leur bon droit de violenter une femme en tenant des blagues humiliantes, des propos dégradants, des propos misogynes, au point où le simple fait qu'Ultia puisse dire que ce n'est pas normal provoque chez eux une réaction complètement scandalisée. Cette réaction-là, elle ne vient pas d'une volonté consciente de violenter Ultia. Elle vient du fait que pour eux, c'est dans l'ordre des choses qu'ils puissent violenter. Donc non seulement, à la base, personne n'aurait dû réagir à leurs yeux parce qu'ils n'étaient pas en train de faire quelque chose de grave, ils étaient en train de faire ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils avaient le droit de faire, mais en plus, lorsqu'Ultia a manifesté un désaccord, tout simplement en disant qu'il fallait faire cesser et que ce n'était pas normal, ils ont réagi avec les dispositions qu'ils ont inscrites en eux. Ils ont réagi par la violence. Connaissent-ils autre chose pour répondre aux femmes ? Je n'en suis pas certaine. Pour eux, Ultia aurait abusé, aurait mérité de subir tout cela, et n'aurait pas bien pris une simple blague, bref, elle aurait exagéré. Et
sur ce point, Simpson fait d'ailleurs tout ce qu'il peut pour ignorer l'éléphant dans la pièce. Ce n'est pas uniquement des hommes qui ont agressé Ultia, si ce sont bien uniquement des hommes qui ont été condamnés, parce que c'est des hommes qui ont été le plus loin, et parce que c'est les hommes qui dominent, et qui font tout ce qu'ils peuvent pour perpétuer la domination. Mais pour avoir été longuement sur les réseaux sociaux à l'époque, il y avait aussi des femmes qui participaient à ostraciser Ultia, à minimiser la misogynie subie, et à diffuser l'idée qu'elle avait surréagi. Et puis là où on voit qu'il y a un ordre symbolique patriarcal, c'est dans la place qu'ont eu les institutions dans tout cela. Une place complètement passive pendant un long moment, où un parcours du combattant était réservé à Ultia pour qu'elle puisse faire valoir ce qu'elle subissait, et où les institutions n'ont fait que laisser cette femme subir encore et encore des vagues de menaces, d'insultes et de moqueries incessantes. Et les institutions non plus, elles n'ont pas un cerveau, un bras, une tête pour penser et pour être méchantes et agir consciemment dans la violence. Si les institutions légitiment ainsi la violence, c'est parce qu'elles ne sont pas prévues pour faire autre chose. La justice n'est pas pensée pour ça, et n'a pas les moyens de faire autrement que de laisser impunie l'immense majorité des acteurs du harcèlement. Sur le flux incessant de messages, de propos, de sous-entendus, de remarques, de pertes de chances professionnelles qu'a subi Ultia, seule une vingtaine de harceleurs ont été condamnés. Et ce n'est pas parce que la justice est méchante ou parce que le juge est laxiste. Il faut noter d'ailleurs que ces condamnations-là sont historiques et qu'elles montrent bien que la justice est en transformation. Mais il n'en reste que l'institution est le produit d'un ordre symbolique. Cet ordre, c'est la domination. La domination, ici, misogyne. Bourdieu a toujours vu les répercussions matérielles de l'ordre symbolique. Ce qu'il constate aussi, c'est que ces répercussions matérielles ne sont pas considérées comme de la violence misogyne par leurs auteurs. Lorsqu'elles le sont, c'est considéré comme normal, car il est normalisé que la femme soit l'inférieure de l'homme. Indépendamment de la volonté consciente, active des dominants de faire subir de la violence aux dominés, une volonté qui est absente de beaucoup de rapports de domination, ce que Bourdieu indique, c'est que cette domination repose sur la légitimité, la légitimation des actions des dominants. Quand un homme est extrêmement misogyne et en est fier, c'est parce qu'il croit que c'est normal pour lui de dominer les femmes et que c'est enviable pour lui. Alors, quand Grégoire Simpson nous explique doctement que Bourdieu n'a pas vu que les répercussions économiques, c'est pas du symbolique, c'est vraiment difficile de ne pas rire, de ne pas s'énerver ou de ne pas pleurer des larmes de sang. Vous l'aurez compris, opposer le symbolique au matériel, c'est absolument insensé. Le plus grave, c'est encore de prétendre introduire ainsi un public novice à la sociologie de Bourdieu. Car oui, il n'y a rien d'anormal à ce que des personnes non initiées opposent le symbolique au matériel. C'est aux personnes qui prétendent expliquer ces concepts d'en refléter la portée scientifique exacte. Mais après tout, si ça permet à un petit youtubeur de dépasser sans difficulté le grand ponte de la sociologie pour se faire quelques pièces dans son Tipeee, il y a un autre concept que Simpson a vaguement évoqué sans toutefois le comprendre. Faudrait pas trop en demander, hein. Ce concept, c'est celui du consentement à la domination. Dans sa vidéo, Simpson semble nous dire que Bourdieu oublie la résistance des femmes face aux violences sexistes et sexuelles. Il prétend d'ailleurs, mais nous y reviendrons, que Bourdieu se réfère au fantasme de viol des dominés et qu'il oublie la violence infligée aux femmes. Alors, c'est un passage absolument outrageant de la vidéo de Simpson et bientôt je vais le décortiquer en détail dans cette émission. Mais voici un extrait. Car soyons clairs, ce n'est pas l'intériorisation par les femmes de la domination masculine qui est le moteur principal des viols. C'est par exemple ce qui ressort très bien chez Virginie Despentes. Elle constate d'un côté que dans sa vie, elle a eu des fantasmes qui se rapprochaient de certaines formes de viol. Mais pour autant, face à son agresseur, elle nous dit que c'est bien la peur de mourir qui était omniprésente. Et c'est ça que Nicole Claude Mathieu oppose à Bourdieu. Car oui, les fantasmes de domination masculine existent chez les femmes. Mais dans les rapports réels de contraintes sexuelles, ils n'ont aucune importance et c'est bien la peur qui est l'élément clé. Simpson s'imagine ici que quand Bourdieu parle de consentement à la domination, Bourdieu fait référence au fantasme de viol. C'est assez honteux quand on sait que Bourdieu lui-même, dans la domination masculine, revient sur le langage de l'imaginaire, notamment des fantasmes, et dit qu'il ne faut pas l'utiliser pour décrire la domination, car ce n'est pas du tout un langage qui suffit pour expliquer pourquoi les victimes peuvent consentir à leur domination.
Le consentement à la domination, ce n'est pas un concept très compliqué, c'est assez simple à définir. En fait, c'est l'idée que les dominés adhèrent, participent au moins un tout petit peu à la domination. C'est l'idée que même si je suis féministe bourdieusienne et que j'ai conscience des rouages de la domination et de son arbitraire, je continue à exister en tant que femme dans la société française de 2025 et que pour ce faire, je continue à participer à ma domination. Je continue à consentir parce que je participe, par le simple fait de travailler dans cette société, de parler ma langue, de m'habiller comme une femme, de me tenir et de me percevoir ainsi. Pourquoi ? Tout simplement pour continuer à vivre en société, pas parce que j'aime ça, mais parce que refuser de m'y conformer me rendrait la vie impossible. Je ne pourrais même plus utiliser mon langage, qui est intrinsèquement construit sur la domination des femmes par les hommes. Toute l'image que j'ai de moi-même est construite sur cette domination des femmes par les hommes, et ça n'a pas que des aspects négatifs. Quand Bourdieu évoque le consentement à la domination, ce n'est pas pour faire une leçon de morale envers les dominés, bien au contraire. Ce que Bourdieu nous explique avec ce concept, c'est que le terme de consentement est insuffisant pour penser les rapports de domination, parce qu'il y a toujours un consentement dans la domination. En fait, il ne faut pas se contenter de chercher l'absence de contrainte pour chercher l'absence de rapport de force, parce que la domination durable, c'est la domination qui est normalisée pour les dominés. Du coup, quand l'ordre symbolique fonctionne, les dominés consentent à leur domination, parfois même activement, acceptant des choses qu'elles considèrent normales parce qu'elles sont des femmes, et que la personne qui leur fait subir est un homme. Et cette acceptation-là, nous dit Bourdieu, ne doit pas nous suffire. Ce n'est pas parce qu'une femme ne considère pas que ce qu'elle subit est anormal qu'on doit la laisser continuer à subir cela. Parce que pour Bourdieu, quand quelqu'un consent à une domination arbitraire, quand quelqu'un est aliéné de cette façon, il ne suffit pas de lui dire « Oh là là, ce que tu vis c'est pas bien, il faut que ça arrête » pour qu'elle comprenne cela. Et ce n'est pas parce qu'elle continue d'y rester et qu'elle continue de dire que c'est ce qu'elle veut, ce n'est pas parce que c'est ce qu'elle veut, même au plus profond de son cœur, que ce qu'elle veut est normal. Car chez Bourdieu, la volonté n'est pas libre. Le consentement, ce n'est pas quelque chose de libre, jamais. Consentir, ça signifie juste accepter. Et chez Bourdieu, le consentement à la domination, il est omniprésent chez les dominés, parce qu'elles continuent d'accepter leur domination, et on parle bien d'enjeux vitaux. Quand je parlais plutôt du fait que je continue à être une femme, dans la société, je ne peux pas me percevoir autrement. Je suis une femme, parce que la société m'a construite comme une femme, et que je n'ai même pas envie de refuser d'être une femme. Pourtant, scientifiquement, je sais que cette classification n'est pas objective, que je ne suis pas douce naturellement, que je ne porte pas des jupes par ma nature féminine. Mais je ne vais pas arrêter de porter des jupes parce que j'aime bien. Et si j'aime bien porter des jupes, c'est très probablement parce que j'ai été construite à le faire. De la même façon, je ne vais pas arrêter de m'épiler, même si je n'aime pas. Déjà parce que j'ai du mal à accepter mes poils. Et oui, on me les a tellement antagonisés que même s'il y a une révolution féministe sur le sujet, elle ne m'atteindra probablement jamais suffisamment. Et surtout, d'autre part, parce que quand j'exerce mon métier, je sais qu'une femme avec des poils sur les jambes ou des poils sous les aisselles visibles n'a pas sa place dans ce métier-là. Je le sais. Si jamais je me mets subitement à cesser de m'habiller comme une femme, à cesser de parler comme une femme, à cesser de me comporter comme une femme, je vais me torturer moi-même parce que je n'ai pas été construite de cette façon-là. Et puis, surtout, je vais finir par perdre mon travail, perdre un cercle social, bref, perdre ma vie. Parfois même au sens le plus littéral du terme. C'est exactement la même chose pour le concept de consentement à l'impôt. Quand on parle de consentir à l'impôt, ça ne veut pas dire que c'est heureux, activement, joyeux, etc. Mais ce concept-là existe pour désigner le fonctionnement de l'État et le fait qu'ultimement, même si quelqu'un est anarchiste, il va payer ses impôts, parce qu'il a une petite idée de ce qui va arriver s'il ne le fait pas. Ça ne veut pas dire qu'il en est heureux, mais c'est juste comme ça. Le consentement à la domination doit donc être entendu avant tout par la négative. Je consens parce que je ne me révolte pas. Et si je ne me révolte pas, c'est parce que je n'ai pas les moyens de me révolter face à un système tout entier. Je continue à être une femme parce que le système est en moi, et que j'en tire un certain plaisir, qui forcément naît de ma construction sociale, mais qui persiste, et qui ne veut pas dire qu'on doit continuer la domination des hommes sur les femmes. J'ai été construite à certaines dispositions qui me sont confortables, et je ne vais pas arrêter d'être une femme, aux yeux de la société, ni à mes propres yeux. Ce n'est pas parce que c'est dans ma nature, mais parce que ma construction sociale est extrêmement efficace, et que si elle cessait magiquement de faire effet sur moi, pas sûr que la révolte me soit très favorable. Il y a d'autres personnes pour qui, en revanche, c'est l'extrême inverse.
la construction sociale leur est bien plus douloureuse, pour plein de raisons propres à leur parcours. Les effets de la construction sociale, certaines personnes les tolèrent très bien et y voient même un épanouissement, et d'autres y souffrent intensément. Le consentement à la domination, chez Bourdieu, n'est pas un terme qui justifie la domination. C'est un terme qui dit qu'il faut aller au-delà de la simple volonté des individus lorsqu'on cherche à comprendre si une domination est ou non désirable, entre guillemets. Parce que, justement, il y a tout un courant qui prétend que ce qui compte, c'est que les personnes soient consentantes. Et qui joue sur le consentement et la contrainte pour dire que la contrainte c'est méchant donc il faut arrêter, mais que si la personne se fait violenter en tout consentement, ou qu'elle est une femme et s'y épanouit pleinement, soit en s'hypersexualisant, soit à l'inverse en étant le plus pudique possible, alors il n'y a pas de raison de l'émanciper parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Et bien ça, chez Bourdieu, ça ne marche pas. Il dit qu'il faut dépasser la volonté, parce que la volonté elle-même naît de ce que l'on a été construit à être. Chez tous les dominés et chez tous les dominants, il y a un consentement à la domination. Ils ne se présentent pas de la même façon d'un dominé à l'autre et d'un dominant à l'autre. Certaines personnes sont révolutionnaires, sont rebelles, se rebellent contre la domination, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne consentent pas pour autant à celle-ci lorsqu'elles vont travailler, lorsqu'elles sont dans la vie de tous les jours, lorsqu'elles sont dans une relation hétérosexuelle, lorsqu'elles élèvent leurs enfants. Mais bien sûr, quand on voit l'arbitraire de la domination, c'est là qu'on va pouvoir planter les graines contre la domination elle-même, quand bien même on continuerait à y consentir par obligation. Connaître l'arbitraire de la domination, c'est extrêmement puissant. Parce que ça va permettre, quand bien même on continuerait à avoir des volontés motivées par la domination elle-même, de savoir d'où ces volontés viennent, et de savoir également faire un calcul entre ceux avec quoi on va devoir faire toute notre vie parce qu'on sait très bien qu'une vie ne suffira pas à se battre contre ces constructions-là, et entre ceux qu'on va vraiment pouvoir activement combattre en nous. Et d'ailleurs, ce calcul va évoluer au fil des jours, des mois, des années, et de l'état du reste du monde social. L'idée, avant tout, c'est de faire comprendre aux dominés que ce n'est pas parce qu'ils ont envie de quelque chose que ça repose sur leurs épaules, et que la domination c'est de leur faute, bien au contraire. Parce que c'est bien le problème du langage consentement-contrainte. Il y a des femmes qui consentent à des choses inimaginables qu'elles n'auraient jamais acceptées si elles avaient un autre parcours de vie, qui leur permettrait de comprendre que ce n'est pas acceptable pour elles. Et certaines de ces femmes, un jour, se disent qu'en fait ce n'était pas normal. Mais la société leur oppose justement ce fameux consentement-contrainte. Tu n'avais pas un fusil sur la tempe, donc tu pouvais te défendre. Vous aviez le même âge, donc il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas dire non. Tu as dit oui, donc tu n'as pas dit non, donc tu le voulais. Et si tu le voulais, alors il n'y a pas de raison qu'on t'empêche de subir cela. Et voilà pourquoi Bourdieu théorise le consentement à la domination, dit qu'il est présent chez tous les dominants et chez tous les dominés, et dit que c'est l'un des terreaux de la violence symbolique, que c'est une condition de celle-ci. Ce qui fait la force de l'ordre symbolique et de la violence symbolique, c'est ce consentement à la domination. C'est un vrai indice de l'efficacité redoutable des structures de la domination. L'existence de dominés qui sont heureux dans leur domination alors même qu'ils subissent des choses à cause de celle-ci, l'existence de dominés qui sont malheureux dans leur domination mais qui considèrent que celle-ci est l'ordre des choses et que ce qu'ils subissent est normal, et l'existence de personnes qui considèrent que ce qu'ils subissent est anormal mais qui continuent à le subir parce qu'ils savent que l'alternative c'est de mourir. Et ça explique aussi l'existence de personnes qui, lorsqu'elles refusent la domination, n'ont pas d'autre choix que de mourir. Le consentement à la domination illustre donc la force de celle-ci, les souffrances qu'elle engendre, et surtout la nécessité de penser la domination au-delà de l'opposition entre le consentement et la contrainte, et donc au-delà de la liberté individuelle qui serait illimitée, surpuissante, qui surpasserait tout, alors même que cette pseudo-liberté individuelle est forcément bornée par ce que l'on est et ce que l'on peut ou ne peut pas être. Pour la majorité des femmes, ce n'est pas possible qu'elles soient autre chose qu'une femme, y compris pour les féministes. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pour autant se battre contre l'arbitraire de la domination, contre l'arbitraire de la naturalisation de l'opposition entre hommes et femmes, mais ça veut dire qu'il faut être consciencieux, qu'il faut être attentif, qu'il faut être responsable lorsqu'on lit la violence sociale et qu'on la combat. Et oui, car si l'on se contente d'opposer aux gens la volonté libre, choisie, arbitrale, et ben ce qu'on fait, au fond, c'est juste perpétuer la domination. Et ça vaut aussi pour les dominants violents qui le seraient parce qu'ils l'ont librement choisi.
Le fait que certains hommes choisissent d'être violents n'est pas un constat auquel on doit s'arrêter lorsqu'on étudie la violence des hommes. Ce n'est pas parce que c'est un choix que ça doit être un droit, car le fait de vouloir quelque chose signifie déjà qu'on peut vouloir cela, et qu'on considère même que c'est enviable pour nous. Ce que Simpson semble penser, c'est que l'ordre symbolique est une interprétation simpliste, puisque pour lui, la violence symbolique, c'est quelque chose d'immatériel. Pourtant, admettre l'existence de l'ordre symbolique comme ordre invisible et allant de soi pour tous et pour toutes, y compris ses victimes, ça implique justement d'identifier les causes de la violence physique en allant au-delà des explications réductrices. L'homme méchant naturellement, la femme trop gentille. On peut lire dans La domination masculine, édition Point, page 54-55. Bien que je n'ai aucune illusion sur mon pouvoir de dissiper à l'avance tous les malentendus, je voudrais mettre en garde seulement contre les contresens les plus grossiers qui sont communément commis à propos de la notion de violence symbolique, et qui ont tous, pour principe, une interprétation plus ou moins réductrice de l'adjectif symbolique, employé ici dans un sens que je crois rigoureux et dont j'ai exposé les fondements théoriques dans un article déjà ancien. Prenant symbolique dans un des sens les plus communs, on suppose parfois que mettre l'accent sur la violence symbolique, c'est minimiser le rôle de la violence physique et faire oublier qu'il y a des femmes battues, violées, exploitées, ou pis, vouloir disculper les hommes de cette forme de violence, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment. Entendant symbolique par opposition à réel, effectif, on suppose que la violence symbolique serait comme une violence purement spirituelle, sans effet réel. C'est cette distinction naïve, propre à un matérialisme primaire, que la théorie matérialiste de l'économie des biens symboliques, que je travaille à construire depuis de nombreuses années, vise à détruire. Alors que, loin d'affirmer que les structures de domination sont anhistoriques, j'essaierai d'établir qu'elles sont le produit d'un travail incessant, donc historique, de reproduction, auquel contribuent des agents singuliers, dont les hommes, avec des armes comme la violence physique et la violence symbolique, et des institutions. Famille, église, école, État. Et c'est là qu'on peut évoquer le concept longuement théorisé par Bourdieu, celui de révolution symbolique. Lorsque l'ordre symbolique n'a plus les effets qu'il opérait sur quelqu'un, une révolution se déroule. C'est une révolution symbolique. Par exemple, les femmes qui arrêtent de s'épiler après toute une vie passée à se sentir sales avec des poils. Les révolutions symboliques peuvent être progressistes, mais elles peuvent aussi être conservatrices. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ne peuvent être pérennes que lorsqu'elles atteignent les institutions. Pour illustrer ça, il y a un exemple parlant, celui de Lio. Lio est une chanteuse popularisée dès les années 80 et dont la carrière a été mise à mal lorsqu'elle a pris position dans le cadre d'une discussion autour du féminicide de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Chanteur du très célèbre groupe français Noir Désir, Bertrand Cantat a massacré sa compagne Marie Trintignant en 2003. Par la suite, pendant plus d'une décennie, les médias et l'opinion publique se sont autorisés à minimiser ce geste, à débattre de la responsabilité de la victime dans tout cela, parlant parfois même d'un meurtre accidentel et voyant parfois même Bertrand Cantat comme une victime de son propre geste. En 2006, sur le plateau de Tout le monde en parle, grosse émission de Thierry Ardisson sur France 2, Lio s'est accrochée violemment avec la romancière Muriel Serre. Cette romancière faisait la promotion d'un ouvrage centré autour du crime passionnel, analysant le féminicide de Marie Trintignant comme un acte ultime de l'amour-passion. J'ai entamé une correspondance avec lui, je voulais savoir ce qu'il en était. J'ai eu des lettres bouleversantes de ce type. Il s'en sortira jamais, Cantat. Jamais avec Marie. Il était fou amoureux de Marie. Donc le thème de mon livre, c'est l'amour-passion et qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qui se passe avec. Le début de ma correspondance avec Cantat, qui a été arrêté après Vilnius, parce qu'après Vilnius, je crois qu'il était trop malade pour correspondre avec qui que ce soit. Nous devions écrire ensemble. Il prépare un nouveau disque. Oui, il est assez fort pour préparer un nouveau disque avec son groupe. Bien sûr, Muriel, ça veut dire qu'il arrive à vivre. Et on ne lui a pas volé son amour, il l'a tué. 36 coups, 36 factures. 36 coups? Absolument. Le visage décomposé, comme pour un accident de moto, avec des brûlures aux jambes et aux cuisses, comme quelqu'un qu'on a traîné pour mettre dans le lit, avec un appel au frère de Marie à qui il ne dit pas ce qui s'est passé, qui dit que Marie est un simple tocard. Et c'est une femme qui meurt doucement d'hémorragie interne. C'est effectivement ce que je dis. Elle est morte dans une espèce de rêve, de cauchemar. Excusez-moi, c'est vrai que quand on lit votre bouquin,
on voit pas ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il donne un coup, qu'il s'emporte. C'est pas le cas. Il n'y a pas les 36 coups. Il n'y a pas les 36 coups, en effet, car je n'avais pas la connaissance des 36 coups. Moi, ce que je sais, c'est que Marie est morte avec un visage qui était détruit comme après un accident de moto eu à 120 à l'heure. Et ce sont les mots même des médecins. Lio était une amie de Marie Trintignant. Et c'est elle qui défend la victime et condamne, seule contre tous, l'idée du crime passionnel, de la violence romantique et romantisée. Elle pointe du doigt combien cette vision tend à atténuer les faits, le meurtre, sous couvert de l'amour. Pour le consentement à la domination, on observe ici Lio, une femme qui participe à la discussion. Elle n'est pas d'accord, mais elle se plie à l'idée qu'on puisse avoir un désaccord, alors que Lio expose une vérité, là où son interlocutrice sert simplement le schéma dominant, sans aucune base scientifique. Muriel Serre, dans cet extrait, est encore plus à l'image du concept de consentement à la domination. Contrairement à Lio, qui n'obéit pas à la vision dominante alors selon laquelle il existerait des crimes passionnels et que l'amour-passion pourrait tuer, Muriel Serre, elle, est une dominée qui a complètement adopté cette vision dominante. Le livre de Muriel Serre et sa promotion sur un plateau de télévision à 1 heure de grande écoute est un livre qui fait un éloge à l'amour-passion comme un amour meurtrier. Et elle n'y voit aucun problème. Ces deux femmes consentent à la domination, mais pas de la même façon. Puisque l'une est en résistance contre la vision dominante de l'amour qui pourrait tuer, tandis que l'autre n'est absolument pas résistante. Donc celle qui résiste est bien plus libre que celle qui ne résiste pas. Mais toutes les deux sont aliénées à leur façon par la domination, et toutes les deux, pour survivre à la domination, consentent forcément à celle-ci, puisqu'elles continuent à exister dans un système où la domination est là, et que si elles cessaient de consentir à la domination, c'est-à-dire si elles cessaient totalement d'obéir au système où elles sont dominées, elles ne pourraient plus vivre dans ce système. Et ne plus vivre dans le système patriarcal, c'est ne plus pouvoir vivre en France. C'est ne plus pouvoir vivre du tout. Le plus intéressant, c'est de voir que cet échange se fait entre deux femmes, toutes les deux à la fois dominées par leur féminité, et à la fois en position dominante par rapport à d'autres femmes, vu leur physique qui rentre dans les codes de beauté esthétique, ou encore la place qu'elles ont dans le milieu artistique et littéraire, et qui leur donne la légitimité d'être sur un plateau télé à 1 heure de grande écoute. Lio est ici seule contre tous sur le plateau. Et dans ce passage, elle est surtout seule contre la femme. Les autres hommes ne participent pas nécessairement dans l'extrait que je vous ai évoqué. Ils sont tous là autour, mais c'est bien Muriel Serre qui défend corps et âme une vision de l'amour-passion. Près d'une décennie plus tard, dans un documentaire Netflix sur le crime commis par Quentin, Lio est interrogée rétrospectivement sur ce passage chez Thierry Ardisson. Et quand elle parle de ce qui se jouait à ce moment-là en elle, et de ce passage où elle a pris position, elle le dit elle-même, sa révolte vient des tripes, de quelque chose que son corps n'arrive plus à accepter. En fait, j'arrive pas à gérer autrement qu'en étant spontanée. Dans cette émission, le seul discours est le crime passionnel. Moi, c'est pour ça que je parle autant. C'est d'une injustice folle. Et après ça, on m'a humiliée. On m'a traînée dans la boue. Sur le moment, Lio fait ce qu'elle doit faire. Ou plutôt, elle dit ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de dire. Lio subira, suite à ce passage, des répercussions instantanées et durables. Elle n'a pas pu faire sa tournée autoproduite. Elle a été blacklistée. Elle a subi une violence matérielle, mais ça allait de soi. L'allant de soi, dans cette histoire, c'est le symbolique. Les violences subies par Lio sont assourdissantes par leur silence. Personne n'a dénoncé ce que Lio subissait à ce moment-là. Tout le monde trouvait normal de ne plus la voir apparaître tant que ça. Tout le monde trouvait qu'elle avait un peu exagéré, qu'elle était un peu hystérique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on parlait de Marie Trintignant. On observe que, près de 20 ans après, il y a une évolution progressiste du traitement médiatique de cette affaire dans les médias. Netflix est un énorme producteur et a un regard critique envers le traitement médiatique de l'époque. Cette évolution progressiste est un reflet des révolutions symboliques féministes accomplies au sein du champ artistique, notamment avec l'affaire MeToo. Pour autant, les résultats de ces révolutions ne sont pas acquis. Les institutions sont encore vectrices de domination masculine. Personne ne punira ceux qui ont blacklisté Lio.
Personne ne punira ceux qui ont traité Marie Trintignant d'hystérique. Mais, aujourd'hui, ce discours n'est plus possible. Car la violence symbolique s'est transformée. Elle n'a toutefois pas disparu. La domination masculine subsiste encore. Tout comme les institutions sont encore vectrices de domination masculine, il est probable qu'une bonne partie de la population française, toutes classes confondues, perçoivent Quentin non plus comme un amoureux qui s'est emporté, mais comme un monstre, un cas exceptionnel, sans s'apercevoir de ce qu'il est, le produit d'une société où les hommes dominent les femmes jusqu'à les tuer. Des révolutions symboliques conservatrices sont d'ailleurs observables dans le traitement médiatique d'autres affaires, comme celle d'Amber Heard. Il faut analyser ces dynamiques comme des affrontements de puissance. La puissance des féministes étant d'avoir l'analyse scientifique et rationnelle de la domination de leur côté. Rien n'explique dans la nature que les hommes puissent dominer les femmes, et tout montre, dans la société, que cette domination est néfaste pour l'ensemble du groupe concerné. On espère qu'il est maintenant clair pour vous que ça n'a aucun sens d'opposer l'aspect symbolique à l'aspect matériel de la domination. Une vision matérialiste de la violence ne peut pas se contenter de la voir qu'au travers du coup physique. C'est embarrassant d'avoir à rappeler cela à quiconque qui parle français. Bah ouais, allez tutoyer tout le monde indistinctement et racontez-nous ensuite comment ça s'est passé. Ça nous étonnerait qu'il n'y ait pas eu de réaction. De même, les fautes de conjugaison excluent d'emblée et mènent à un rappel à l'ordre ou au moins à un discrédit automatique. Un accent régional fait qu'on ne sera pas pris au sérieux autant que si l'on a un français dit parisien. Aux États-Unis, en Italie, d'où qu'on se situe, l'accent et le niveau de langue joueront un rôle certain dans le sérieux que l'on concède à une personne. Le symbolique, c'est ce qui unit. Et la violence symbolique, c'est ce qui unit les structures mentales des individus aux actes et inactions de leur corps. On nous arrose constamment de débats sur la présentation physique et générale des politiques. Et, avec les lunettes qu'on vous a données dans ce podcast, vous découvrez maintenant qu'il s'agit en réalité de procès à l'habitus. Ce ne sont pas que les idées de Poutou qu'on critique quand on se moque de ses fringues ou de son langage entre guillemets vulgaire dans les dîners mondains. C'est tout son habitus. Toutes les dispositions auxquelles il appartient et qu'il partage avec la partie de la population non présidentiable, celle qui n'a pas sa place au gouvernement. De plus, avec l'arrivée de Rachel Keke à l'Assemblée nationale, on voit aussi le même procédé décortiquer son accent, ses vêtements, sa façon de parler, son origine sociale de femme de ménage. Il n'y a pas si longtemps encore, ce procès était étendu aux couleurs de peau. Certains particulièrement culottés n'hésitent pas à avancer le libre arbitre et la liberté humaine comme une sorte de solution à la domination. Vous avez une forme de liberté et c'est ce qui vous angoisse. Sartre appelle ça l'angoisse du choix. Le fait d'avoir le choix de faire les choses est angoissant. Le fait de pouvoir partir dans une direction ou une autre vous angoisse profondément. Et cette angoisse pousse à l'inaction et à la mauvaise foi, à la lâcheté même. Sartre, il utilise ces termes-là. Et pourquoi Sartre, il parle de ça ? Parce qu'il y a les putains de nazis, parce qu'il y a la guerre mondiale. Le défaitisme moral, c'est aussi ce qui mène à ça. Moi, c'est le passage de Beauvoir qui dit... Je m'en veux quand il y a eu la collaboration. Je ne passais pas un jour à avoir mal au ventre de tout ce que je n'ai pas fait. Et elle dit, ce n'est pas que de moi, ça dépend pas que de moi. Que les nazis se soient ramenés en France, ça ne dépend pas que de moi. Mais chaque jour, au lieu de me dire, ah là là, bah voilà, finito, j'ai passé mon temps à me dire, j'aurais dû en faire plus pour faire que ça n'arrive pas avant. J'aurais dû en faire plus. Et c'est ça la pensée existentialiste, elle te demande cette exigence où tu sais que tu ne pèses pas grand chose, mais tu vas quand même faire de ton mieux. Parce qu'à partir du moment où tu dis tiens, le genre a une construction sociale, ça devient un terrain de jeu. T'es pas obligé de voir ça négativement. C'est-à-dire que tu faut pas, par exemple, tu dis ah, la plupart de ma masculinité a été construite à travers la société ou ma féminité, peu importe. Mais en fait, justement, ça va permettre de dire bah, il y a des choses dans lesquelles je me sens masculin selon ce qu'entend la société, selon ce que moi j'entends, selon ce qu'en voient les autres. Et tu peux dire bah, tiens, je vais aller dans cette masculinité-là, et ce jour-là, à ce moment-là, ça peut être à une heure précise, ça peut être pendant 1 an ou 2, ça peut être toute la vie. On s'en fout, il n'y a pas de durée. Tu peux y aller à fond et te dire aussi, mais après, j'ai aussi des aspects féminins dans ma personnalité. Et justement, les personnes les plus queer jouent le plus avec ça, arrivent à allier masculinité et féminité un peu en même temps ou à des moments bien précis. Il peut y avoir une fluidité du genre. C'est pour ça que c'est pas du tout contradictoire.
devenir plus féminin ou plus masculin selon nos envies, en toute liberté. C'est une position très mignonne, mais déjà lourde de conséquences, puisqu'elle part du postulat que féminin et masculin, ça aurait un sens objectif. On ne peut pas ignorer les structures du monde quand on appartient à l'un ou à l'autre des camps. Porter une robe et des talons au boulot quand on est un homme dans la société française occidentale de 2025, c'est pas sans conséquence. Porter un costard-cravate et se laisser pousser une barbe quand on est une femme emportera une réaction probablement autant violente si ce n'est plus. Les marxistes ne loupent pas complètement cet aspect de la domination. C'est là qu'on retrouve dans leur théorie l'existence d'un dualisme entre l'infrastructure, l'économie, et la superstructure, qui correspond aux mentalités. Cependant, pour les marxistes, l'économie, le capitalisme, la domination par l'appropriation des moyens de production est antérieure à la superstructure, c'est-à-dire au conditionnement de la mentalité. Dans cette hypothèse, la domination découle de l'exploitation. Pour le marxisme, sans exploitation économique des femmes, il n'y a pas de patriarcat. Seule la fin de la structure, le capitalisme, pourrait mener à la lutte ensuite contre la superstructure, privée de ses racines, le patriarcat. Pendant un moment, il y avait donc un marxisme proéminent class first. Encore présent aujourd'hui, il s'agit d'une théorie pour laquelle la lutte des classes, c'est-à-dire la lutte du prolétariat contre les bourgeois, est la lutte principale, la seule lutte qui compte, ou en tout cas la plus urgente, celle qui prime sur les autres. À partir de la fin du XXe siècle, Christine Delphy, féministe marxiste de cette période dite de la troisième vague du féminisme, a alors conçu l'idée que les femmes soient une classe. Alors, le marxisme class first n'entre plus en contradiction avec le féminisme, si le féminisme est aussi une affaire de lutte des classes. Pour Delphy, le patriarcat, c'est l'exploitation de la classe des femmes par la classe des hommes. Dans le marxisme, il existe un dualisme structure-superstructure. Le dualisme est un terme très simple à comprendre. Ici, on l'a détaillé, il s'agit simplement d'admettre une coexistence de deux systèmes différents, l'économie capitaliste, qui serait une structure, et les schémas mentaux, qui vont avec, une superstructure. Ça rejoint une séparation qui fait encore l'unanimité aujourd'hui en philosophie. La séparation entre le corps et l'esprit. Notamment théorisée chez Descartes, l'existence d'un corps distinct d'un esprit est aussi reconnue chez Hegel et chez Marx. La différence, c'est que pour Hegel, l'esprit domine le corps. C'est l'idéalisme. À l'inverse, chez Marx, c'est le corps qui domine l'esprit, ce qui fait que le marxisme se dit matérialiste. Qu'est-ce qui s'oppose au terme dualisme ? Eh bien, c'est celui de monisme. Le monisme considère qu'il n'y a pas deux systèmes opposés, mais bien un seul. Les deux concepts corps-esprit sont liés dans le monisme. Ils sont réductibles l'un à l'autre, ils sont indissociables l'un de l'autre. Chez Bourdieu, comme chez Spinoza, on retrouve un monisme correspondant à une unité du corps et de l'esprit. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. Quelque chose d'aussi simple que de passer derrière le comptoir dans une boutique, c'est un geste interdit, même si on ne touche pas à la caisse. Rougir ou bégayer devant un supérieur, certes, c'est dans le corps, mais c'est aussi profondément social. En effet, le corps réagit à une différence de position sociale et il en résulte une réponse physiologique. Anxiété, posture tendue, transpiration excessive, bafouillement, diarrhée explosive. Quand toute notre vie, notre corps a été modelé pour répondre à l'ordre social d'une certaine façon, alors même si on n'a pas envie de lui obéir, on va lui obéir, parce que c'est dans notre corps. La construction sociale chez Bourdieu, elle est incorporée, aussi bien dans les institutions que dans les corps des gens. C'est ce qui explique que, même lorsqu'on met des quotas de filles obligatoires dans les filières mathématiques et scientifiques, ça ne suffit pas à ce que les femmes se sentent plus légitimes à se tourner vers les maths. Il y a de récentes recherches qui ont prouvé que des femmes étudiant des mathématiques de haut niveau, lorsqu'on les met dans des machines à IRM et qu'on leur annonce que le prochain exercice montre des résultats différents selon si la personne interrogée est un homme ou une femme,
Ces femmes vont alors avoir une réaction de peur, une réaction négative, un sentiment qui les décourage. Ce rappel à l'ordre n'est observable que dans leur cerveau et dans leurs résultats. Dans la machine à IRM, on voit les zones des émotions négatives de leur cerveau être stimulées par cette mention. Leur cerveau fait automatiquement la connexion lorsqu'on leur dit qu'il y a une différence de résultat entre les hommes et les femmes sur cet exercice, parce qu'il a intégré que la femme est une femme, et que comme elle est une femme, elle est moins bonne en maths. Tout le reste de leur corps et leur conscience ne trahiront pas ce message chimique que leur cerveau a enregistré avec la construction sociale. Par contre, leurs résultats vont en pâtir. Le temps qu'elles vont mettre à raisonner, ou encore le fait qu'elles vont douter d'elles. Cette réaction, elle est inscrite dans leur corps, alors que pourtant, elles font des maths de haut niveau, donc il y a peu de chances qu'elles pensent consciemment qu'elles sont moins fortes que les hommes. Mais comme tout le monde social a fait des maths quelque chose de masculin et de l'art quelque chose de féminin, il n'y a pas besoin de leur faire un rappel à l'ordre explicite pour que leur corps les rappelle de lui-même à l'ordre. Ça, c'est le consentement à la domination. Et c'est l'incorporation de la domination. C'est pourquoi Caligula n'a rien compris quand il dit que, comme on s'aperçoit que le genre est une construction sociale, on peut maintenant en faire fi et tout ça restera juste un mauvais souvenir. C'est pas ça que ça veut dire, la construction sociale. Une construction sociale, ça désigne quelque chose de réel, de concret et de très difficile à faire bouger. La grammaire ou la conjugaison, le calendrier, tout ça, c'est des constructions sociales, mais bon courage pour faire comme si ça n'existait pas. Une construction sociale, ça apparaît à un moment donné dans l'histoire sociale, et ça peut tout autant disparaître si les conditions sont réunies. Mais il ne suffit pas de vouloir très fort que la construction disparaisse. Quand, pour Danny, il suffit d'ignorer le genre et tout ira bien, ce qu'il ne comprend pas, c'est que le simple fait de vouloir lutter ou tout simplement même de ne pas se conformer nécessite bien d'autres facteurs en amont. Quand on veut, c'est déjà qu'on peut vouloir. Les dominés activement collaborateurs sont tout autant victimes de leur domination. Les femmes, même juste entre elles, reproduisent la domination sans avoir besoin d'un homme à leur côté pour juger les autres femmes avec les standards du patriarcat. Ces standards, d'ailleurs, se transmettent de façon très forte entre les mères et leurs filles. Tous les dominés font ça entre eux. Cette passivité, voire complicité, est un consentement purement pratique. Il faut bien survivre, malgré la domination. Et pour survivre, quoi de mieux que de ne pas s'opposer au système et même de l'épouser. S'opposer systématiquement à une domination que beaucoup ne voient pas, ce n'est pas vivable pour un seul individu. C'est là que la gauche a un rôle à jouer, si elle veut permettre d'accélérer la route vers la fin de la domination, et si elle veut faire pencher la révolution non pas vers un renforcement de l'oppression, mais bien en faveur de l'émancipation. La révolution, c'est un terme connoté de gauche, à tort. La révolution désigne simplement une brutale transformation d'un système. Mais cette transformation peut être de gauche comme de droite. Une révolution conservatrice, c'est par exemple la violente régression des États-Unis sur le droit à l'IVG en revenant sur l'arrêt Roe v. Wade de 1973, ou encore le durcissement social de l'Allemagne après la République de Weimar. La gauche doit se rappeler que le capitalisme, le patriarcat, ce sont des mots qui désignent des systèmes qui n'ont ni cerveau, ni bras, ni jambes. Ces abstractions permettent de désigner des choses qui n'existent qu'à travers les habitus de chacun et de chacune. S'apercevoir de la force que peuvent avoir les constructions sociales, ce n'est pas quelque chose qui est toujours évident, d'autant plus lorsqu'il s'agit de notre propre société. C'est ainsi que les pratiques de société qui nous sont les plus étrangères nous sautent le plus aux yeux. Au contraire, nos propres pratiques, et celles des sociétés qui en sont les plus proches, ne nous apparaissent même pas comme sujet à analyse, tant elles nous sont naturelles et spontanées. Pour avoir le recul nécessaire à la compréhension de notre propre société, il est précieux de pouvoir faire un voyage. Soit un voyage dans le temps, en la comparant à ce qu'elle pouvait être dans le passé, soit un voyage dans l'espace, en la comparant avec des sociétés qui finalement ne sont peut-être pas si exotiques que ça. C'est d'ailleurs en Algérie kabyle que Bourdieu trouvera, à sa grande surprise, des échos de son Béarn natal. Vous venez d'écouter un épisode tiré de l'émission Moraliser la domination ou comment dominer par la morale. Ce podcast a été coécrit par Weir et Professeur Sardine. Montage, Professeur Sardine,
Oui, hein. Dans le prochain épisode, nous traiterons de pourquoi Bourdieu était vraiment le roi des débiles lorsqu'il pensait pouvoir utiliser la Kabylie des années 60 pour notre chère société française civilisée de 2025.